en introduction sur le cycle de conférences qui démarre ce soir. Et puis encore avant, je vais vous dire un mot pour vous présenter l'endroit où vous êtes, le Dorothy. Donc, vous êtes au Dorothy, nous sommes dans le 20e arrondissement. Ça fait 8 ans que le Dorothy existe. C'est un lieu qui est ouvert tous les jours et qui repose sur 3 piliers qui sont le cœur, la main et la tête. Le cœur, c'est un accueil social, un accueil de tous les jours, l'après-midi, 5 jours sur 7, pour boire un café, bavarder, faire des jeux, avoir une conversation, se détendre, se réchauffer, etc. La main au Dorothy, c'est des ateliers manuels, il y a des cours de bricolage, il y a un atelier dans le couloir là-bas la semaine, et il y a un atelier ouvert sur le quartier le week-end, le samedi. Et puis il y a aussi des artistes en résidence qui travaillent ici, et puis qui exposent ici, comme vous pouvez le voir en ce moment. Et puis enfin, la tête, c'est une programmation intellectuelle, comme ce soir, cette conférence. Il y a une 50aine de conférences Dorothy chaque année, donc ça fait plus d'une par semaine, environ 40 semaines par an. Voilà, le Dorothy ne reçoit pas de subventions et vit principalement de ses activités économiques et des dons. Donc vous êtes invités à participer si vous le souhaitez. Ce soir, nous démarrons donc un cycle qui est porté en partenariat entre Confrontation, merci à vous, et le Dorothy, en la personne de Francine et de moi pour le Dorothy. C'est un cycle qui s'intitule Exil et Asile, et ce soir c'est la première conférence qui s'intitule ce soir Vivre ailleurs, vivre dans la peur. Merci. La prochaine conférence aura lieu chez Confrontation dans le 13e rue Glacial dans quelques semaines, et la 3e au Dorothy au mois de décembre. Voilà, suivez l'agenda du Dorothy ou de Confrontation pour les dates. On reçoit donc ce soir Hélène Alipédé juste là et Violaine Carrère. Je vais présenter Violaine. Violaine, vous avez été pendant longtemps juriste au GISTI. Alors vous nous direz ce que c'est le GISTI. Et voilà, et puis encore, quel était votre métier? Hélène Alipédé, qui est professeure des universités, enseignante-chercheuse à l'université de Metz-Lorraine, et qui est spécialiste de la Bible hébraïque, donc Ancien Testament pour le christianisme, qui va ouvrir ce soir notre soirée avec une approche, donc une lecture de ce corpus de textes qui est une des sources du christianisme, avec la question que nous avons adressée. Et je vais... alors, ce qui est intéressant, pourquoi elle va nous expliquer peut-être son rapport à l'Ancien Testament et la façon dont elle va travailler, mais bien sûr, on est bien conscient de la distance culturelle entre ces textes et les questions que nous nous posons aujourd'hui dans la société, politique ou sociale. Et c'est intéressant de voir comment une exégète travaille et se saisit de la question pour nous aujourd'hui. Alors merci et bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Merci à Dorothy et à Confrontation de m'avoir invité dans le cadre de ce cycle de conférences consacré à exil et asile. Je ne vais pas dire que je suis la pièce rapportée sur le sujet, parce que vous allez vous dire qu'est-ce que l'Ancien Testament vient faire là-dedans. Peut-être quand même que ça a des choses à dire, mais ce que je voudrais vous dire d'entrée de jeu, malgré tout, c'est que le sujet dont je vais vous parler ce soir, j'ai beau l'avoir travaillé un petit peu, c'est pas mon sujet de recherche fondamentale. Moi, je suis essentiellement sur les conventions, alors je vais dire des gros mots, attention, hein, sur les conventions littéraires à l'œuvre dans la littérature prophétique. Alors, les prophètes sont jamais très loin de l'exil, et vous comprendrez ce que je veux dire en cours de route, je pense.
Mais voilà, c'est pas ma question principale. Je vais vous dire des choses qui sont pas, en réalité, pas forcément très originales, même si je vais vous les dire à ma sauce. Beaucoup de biblistes ont travaillé ces questions-là. Pour préparer ceci, je me base en particulier, bien sûr, sur les textes bibliques lus, mais aussi sur les travaux d'André Ouénin. Certains sont plus anciens que d'autres, mais malgré ça, ils gardent une pertinence très forte, me semble-t-il, pour réfléchir, ou en tout cas pour donner des éléments de réflexion sur la question qui nous occupe. Pas beaucoup de temps et le corpus est énorme, donc vous vous rendez compte aussi qu'on va aller très vite sur certaines choses. Je vais survoler, je vais toucher des choses. On y revient, si vous voulez, puisqu'on a annoncé un temps de discussion après. Donc, voilà, donc si vous le souhaitez. Le titre choisi pour ces soirées, même si le titre spécifique de ce soir a à voir avec la peur, et je vous le dis déjà, si c'est ça que vous entendez, vous serez frustrés, parce que je ne vais pas forcément parler de la peur. Je vais essayer de prendre un peu plus de largeur, de hauteur. Donc, le titre choisi pour ces soirées, Entre exil et asile, montre à quel point les deux réalités sont imbriquées. L'un de leurs points communs, me semble-t-il, c'est l'étranger. Celui qui est contraint à partir loin de chez lui, celui qui est accueilli ou non en terre étrangère. C'est en tout cas à partir de cette porte d'entrée-là qu'il me semble intéressant d'amener des éléments pour votre réflexion sur les 3 soirées à partir de la Bible et en particulier de l'Ancien Testament. Je ne parlerai pas du Nouveau, je n'y connais pas grand-chose, vous gardez ça pour vous. La Bible distingue 3 catégories d'étrangers. Il y a l'étranger de passage, en hébreu le nokri, à qui est due l'hospitalité. C'est celui qui vient, qui visite et qui s'en va, qui rentre chez lui après. L'étranger résident, c'est en hébreu un seul mot, c'est le mot guerre, G-E-R, si ça vous intéresse. L'étranger résident, c'est, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas dans ma terminologie, c'est le migrant, celui qui vient d'ailleurs et qui s'installe. Et puis, il y a le zar. Le zar, c'est l'étranger menaçant, qui fait peur. Pour faire bref, c'est l'envahisseur armé. Voilà, c'est celui qui se pointe chez vous avec un couteau, des fusils et tout ce que vous voulez. Des 3 catégories, celle qui est la plus intéressante et significative par rapport à notre thème, c'est le guerre. C'est l'étranger résident. Celui qui a quitté son clan ou sa patrie pour demander protection à une autre communauté humaine qui vit ailleurs. Son statut est lié au fait qu'il ne possède pas de terre dans le pays où il s'est implanté, il est souvent pauvre, démuni, et comme tel, il est sous la protection divine. Pour vivre, il travaille comme salarié ou comme serviteur auprès d'un indigène qui, lui, a de la terre, mais ce dernier, l'indigène donc, n'a pas le droit de le traiter comme un esclave, nous dit le livre du Deutéronome. 2 personnages majeurs du récit biblique sont définis comme étant des guerres, donc des étrangers résidents. Abraham et Moïse. C'est un élément fondamental, celui-ci. C'est-à-dire que, à partir de ces 2 personnages qui sont appelés étrangers résidents, l'Israël biblique se pense et se comprend comme étranger. Dans la Bible, le premier étranger, ce n'est pas l'autre. Le premier étranger,
c'est le peuple qui se raconte dans ces pages. 2 autres éléments vont dans ce sens. Le mot « ivri », hébreu, qui est un mot que ce peuple a pris des voisins, vraisemblablement, et par lequel il se nomme, est un terme qui signifie probablement « homme d'au-delà de la frontière ». Autrement dit, quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui est un étranger. Si vous pensez que de nombreux peuples, pour se nommer eux-mêmes, choisissent un mot qui veut dire « homme », c'est un élément significatif de se nommer par un mot qui veut dire « étranger », pas d'ici. Et surtout, 2e élément, l'Israël biblique se dit « peuple élu ». C'est-à-dire qu'il se définit comme autre, comme à part, différent des peuples qui l'entourent. Cette conscience d'étrangérité, passez-moi ce néologisme peut-être pas très élégant, mais j'essaye de faire entendre à la fois étranger dans ce mot, c'est une conscience qui peut nous étonner, voire nous surprendre, fonde en réalité l'attitude de grande ouverture et d'accueil que la Bible promet vis-à-vis des étrangers, et j'y reviendrai un peu plus avant. Et il faut d'abord dire un mot de cette compréhension que l'Israël biblique a de lui-même. Les livres de la Genèse et de l'Exode, les 2 premiers livres de la Bible, autrement dit, racontent les histoires légendaires des ancêtres, puis le récit épique de la libération de l'esclavage égyptien, une sortie d'Égypte qui mènera les esclaves devenus peuple dans la terre promise par Dieu à son élu, d'abord Abraham, puis le peuple tout entier. Peuple élu. On a tous entendu ce qualificatif à propos d'Israël, la plupart du temps compris comme un privilège. J'ouvre une parenthèse, je ne fais pas de politique contemporaine. Je la ferme. À mon sens, ce terme est malheureux parce qu'il est ambigu. Mais le problème, c'est quel terme choisir à la place de celui-là. Il faut donc, pour comprendre ce que ça signifie véritablement cette élection, dire un mot d'après ce qu'il en ressort dans les premières pages de la Bible. Notons d'abord que le premier élu, vous l'avez déjà entendu, le premier élu du récit est aussi un étranger résident. C'est Abraham. Vous connaissez l'histoire, hein ? Sur ordre de Dieu, il quitte son pays, tout ce qui lui est familier, il accepte de se lier à ce Dieu dans un rapport de confiance et d'alliance, parce qu'il comprend l'ordre divin comme un chemin de liberté, de libération. Plus loin, et là aussi vous connaissez l'histoire, le peuple sorti d'Égypte accepte lui aussi d'entrer dans l'alliance que Dieu lui propose. Pour rappel, l'alliance, c'est un contrat. C'est un contrat, donc ça a quelque chose de fortement juridique, puisqu'un contrat, c'est du droit, d'abord et avant tout. C'est un contrat qui engage 2 parties avec un projet commun. Dans notre cas spécifique, le projet, c'est amener la vie divine à tous les peuples de la terre. La mission de l'élu, c'est ça, c'est amener la vie divine à tous ceux qui rencontrent. Après, que ça marche ou que ça ne marche pas, vous savez bien que parfois ça marche pas, et plus souvent ça ne marche pas. Ferme la parenthèse là aussi. Donc, Abraham d'abord et l'Israël biblique ensuite sont choisis pour cette mission qu'ils font entendre comme celle d'une courroie de transmission, passez-moi l'expression, hein, entre Dieu et tous les habitants de la terre, pour faire ainsi circuler la vie. L'élection, c'est donc en premier lieu une responsabilité de vie pour tous, un service pour le bien commun. Pour jouer ce rôle spécifique qui est le sien, l'élu reçoit une loi qui est comme une parole à vivre, une loi qui l'invite
à renoncer à tout absolu, à tout ce qui aliène, autrement dit, à tout ce qui enchaîne et qui mène à la mort. Cette loi, c'est un chemin à suivre et il prend très concrètement la forme des 10 paroles, les 10 commandements. Vous avez tous en tête. Autrement dit, l'élu est celui qui choisit la loi d'un Dieu qui l'appelle à la liberté en vue d'une alliance. Pourquoi, me direz-vous? C'est que depuis le début, depuis l'Éden, le récit a montré à quel point les rapports humains et sociaux sont naturellement, intrinsèquement marqués par la convoitise. Or, suivant la logique de la convoitise, l'autre ne peut occuper que 3 positions. Une chose à prendre, un moyen à utiliser pour arriver à ses fins, ou un rival à écarter ou à éliminer. Jamais, si ce qui préside aux rapports humains et sociaux est la convoitise, jamais l'autre ne peut devenir un véritable partenaire avec lequel construire une relation positive, humanisante, épanouissante. On imagine les conséquences mortifères de la convoitise et le récit biblique l'illustre plus qu'abondamment et dès le début. Pensez à Caïn et Abel, pensez à Babel, pensez au déluge, enfin. Cherchant à faire barrage à cette logique porteuse de violence et de mort, après quelques tentatives infructueuses, Dieu choisit un homme et lui propose une loi. Suivre cette loi pour l'élu, c'est une manière concrète de refuser la convoitise et de promouvoir à la place une logique de justice, de solidarité, de reconnaissance et de partage. En fait, c'est suivre la loi qui fait de l'élu l'élu. Cela signifie, vous l'aurez compris, que cette élection n'est pas une différence ethnique, c'est une différence éthique. On pense souvent à tort que c'est une différence ethnique, parce que c'est une différence éthique, dont le récit biblique montre à l'envi à quel point elle est loin d'être simple à assumer pleinement. L'Israël biblique est différent des autres, il est étrange, étranger, parce qu'il accepte cette loi d'alliance. Une loi qui lui impose une limite, un manque, qu'il faut nécessairement assumer, qu'il doit nécessairement assumer pour tourner le dos à la convoitise et à ses conséquences mortifères. Il n'est pas d'autre manière, dans la Bible, pour la logique biblique en tout cas, d'ouvrir et d'offrir à l'autre un espace où il peut être lui-même dans sa différence, un espace où l'alliance est possible et où l'autre peut devenir un partenaire. Très concrètement, pour l'Israël biblique, ce refus de la convoitise se marque dans le rapport à la terre. Les textes fondateurs affirment que les ancêtres du peuple étaient des migrants en pays étrangers. La terre, même celle promise par Dieu aux patriarches, ne peut être possédée parce qu'elle appartient à Dieu. Vouloir la posséder serait revenir à la convoitise. Cet élément est fondamental, il est vraiment très important parce qu'il nourrit la conscience d'être un guer, d'être un étranger résidant dans un pays qui n'est pas le sien. Ce peuple se pense comme un migrant accueilli par le propriétaire, Dieu, qui lui accorde le droit d'asile chez lui. Pour maintenir vivante cette conscience en terre promise, l'Israël biblique doit d'une part faire mémoire de son statut originaire d'émigré, d'autre part, il doit partager les fruits de la terre avec les plus faibles pour prolonger ainsi, de façon concrète, la sollicitude divine à son propre égard. Et dans les plus faibles de la société, il y a une triade qui revient très souvent, c'est la veuve, l'orphelin et l'immigré qui a immigré chez toi, le guer, autrement dit.
Et le récit montre bien que les problèmes commencent lorsque, bien installé en Canaan, ce peuple semble avoir perdu de vue cet élément constitutif de son identité, la migrance, justement. En s'installant pour faire comme les autres nations, ce peuple se constitue en État monarchique propriétaire de sa terre. Cela implique de se laisser aller, comme les autres nations, au jeu du pouvoir, du mensonge, de la violence, bref, de la convoitise. C'est qu'en s'installant, le peuple oublie, et par le fait même, il cesse virtuellement d'être l'élu. Il oublie ses origines de migrant, et partant, il oublie que la terre n'est pas à lui. Convoitise quand tu nous tiens. C'est alors que le peuple va faire l'expérience du déracinement radical de l'exil à Babylone. On est au VIe siècle avant notre ère. La relecture théologique que les prophètes et les deutéronomistes font de cet épisode dramatique de l'histoire de l'Israël ancien montre à quel point ils ont pensé cette crise en termes de nécessité de retour aux fondamentaux. Chassé du pays dont il se croyait propriétaire, l'Israël biblique doit réapprendre ce qu'il est, un étranger sans terre. Pour les prophètes et les deutéronomistes, l'élection est un échec tant elle a été mal comprise. L'expérience de l'exil est relue, interprétée, racontée comme un moment clé nécessaire à la redécouverte de ce qui fait l'identité de ce peuple. Élu. Qu'est-ce qui fait l'identité de l'élu? C'est suivre la loi d'un Dieu qui l'appelle à se faire étranger au monde de la convoitise pour témoigner qu'une autre voie est possible. L'exil rappelle à l'Israël biblique qu'il n'est légitimement l'élu de Dieu qu'à condition de choisir de convertir sa convoitise pour entrer dans une dynamique de justice et d'alliance. C'est ça qui fonde la manière concrète de se rapporter aux étrangers, sur lesquels je viens maintenant très rapidement. L'un des passages les plus forts à ce propos se trouve au cœur même de la Torah, dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 34, pour ceux qui veulent le numéro de téléphone. Je lis « Comme un autochtone d'entre vous sera pour vous l'émigré, immigré chez vous, et tu l'aimeras comme toi-même. Oui, immigré, vous l'avez été en terre d'Égypte. » Ce « tu l'aimeras comme toi-même », ça fait écho pour les chrétiens, mais c'est déjà dans l'Ancien Testament. On ne s'étonne plus d'entendre que l'amour de l'étranger est lié à la conscience que l'Israélite a d'être lui-même un étranger, conscience qui régit globalement l'ensemble de la législation biblique sur la question, et on peut classer cette législation, ou les passages qui relèvent de cette législation, en deux groupes. Premièrement, les textes qui régissent la participation des migrants résidents, donc des guerres, aux fêtes israélites, la Pâque, le Yom Kippour, etc. Et donc qui l'invitent à suivre aussi les mêmes prescriptions cultuelles et rituelles que les Israélites. Des textes qui évoquent des questions de pureté, d'impureté rituelle, qui concernent autant l'Israélite que l'étranger migrant. Ça, c'est le premier groupe. Et dans le deuxième groupe, vous avez des textes qui prônent une solidarité active vis-à-vis des plus démunis de la société. Je le disais tout à l'heure, la veuve, l'orphelin et l'étranger résident. On trouve ici des lois négatives, tu ne feras pas, qui cherchent à s'opposer à l'exploitation des plus faibles de la société, mais on trouve aussi des recommandations positives, c'est-à-dire des actes concrets à poser en faveur des démunis, parmi lesquels les immigrés, vous l'aurez compris. Donc là-dedans, il y a bien évidemment et d'abord l'interdiction d'exploiter le guerre. Je vous disais tout à l'heure, interdiction de le réduire en esclavage. Interdiction de l'exploiter ou de porter atteinte à ses droits. Deutéronome de nouveau.
On trouve là-dedans la loi du repos hebdomadaire. L'émigré qui est chez toi se reposera comme toi, une fois par semaine. Ça veut dire refuser de le traiter en esclave, puisqu'il peut faire comme le patron. Le glanage, qui concerne explicitement les champs, les olives et les vignes. La dîme triennale volontaire, c'est-à-dire que tous les 3 ans, ceux qui gagnent bien leur vie vont mettre une dîme dans le pot commun pour qu'il soit redistribué à ceux qui n'ont pas de terre, donc ils ne peuvent pas cultiver, et aux plus pauvres de la société, puisque cette dîme triennale volontaire est repartagée entre tous les démunis. On entend dans cette disposition un appel vibrant à la justice et au droit. Ce sont des dispositions qui instaurent un principe d'égalité juridique, qui touche aussi le domaine du religieux et du cultuel, vous l'avez entendu, et que le livre du Lévitique met sous l'autorité de Dieu lui-même. Un seul droit sera pour vous, pour l'immigré, il sera comme pour l'autochtone, car c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. L'esprit égalitaire idéal que le législateur biblique tente d'insuffler aux relations entre ses compatriotes et les étrangers résidant avec eux est pourtant loin de la réalité concrète. Nombreux passages du Premier Testament attestent de l'injustice, de l'exploitation, de l'oppression dont les Israélites font preuve vis-à-vis des démunis, y compris les immigrés. Les prophètes sans cesse, mais aussi sans succès, n'ont pas manqué de dénoncer ces pratiques en contradiction avec ce qu'ils estimaient être le cœur de la foi de leur peuple. Dénonçant l'injustice, les prophètes cherchent à maintenir vivant cet idéal égalitaire mis en place par la loi. Parmi eux, Ézéchiel est celui qui va probablement le plus loin. Il annonce qu'après l'exil, lorsque le peuple sera restauré, les immigrés seront membres à part entière du peuple élu et recevront, eux aussi, une part de terre donnée par Dieu. Cette annonce s'est peut-être réalisée historiquement, mais certainement pas de la manière dont Ézéchiel l'imagine, on va le voir. Le retour d'exil, en effet, fut plutôt difficile pour les Judéens qui se sont retrouvés perdus aux confins d'un empire immense. Les livres d'Esdras et Néhémie font état d'une tendance au repli sur soi, une réaction nationaliste, identitaire, xénophobe face aux étrangers. Par peur de voir leur identité se diluer, les responsables du peuple ont pris des mesures à l'encontre des immigrés. Ils devaient soit s'assimiler, reniant ainsi leurs différences pour se faire juifs, soit quitter le pays. Ces mesures culminent dans la prohibition des mariages mixtes et l'injonction faite aux juifs de renvoyer femmes et enfants si l'épouse est étrangère. C'est ainsi, par assimilation, pourrait-on dire, que s'est réalisée la prophétie égalitariste d'Ézéchiel. Autrement dit, tout à fait à l'encontre de ce au contraire de ce qu'Ézéchiel avait imaginé, pensé. Cela étant dit, il faut aussi noter qu'au même moment, voit aussi le jour des écrits qui cherchent à combattre cette attitude. Des textes dans lesquels des sages tentent de réagir, montrant l'apport positif des cultures étrangères à la réflexion d'Israël, ainsi que la fécondité d'un dialogue avec elle. Donc, c'est à ça qu'on peut... je rejoins le thème de la peur. Donc, l'attitude précédente, c'est plutôt marquée par la peur. Ici, vous avez des sages qui disent « mais non, pas du tout ». Pensez au livre de Jonas, qui stigmatise avec beaucoup d'humour le repli identitaire israélite. Pensez aussi au livre de Ruth, qui raconte que ce peuple ne serait pas devenu ce qu'il a été s'il s'était fermé aux relations avec l'étranger. Ces sages n'ont probablement pas été entendus, mais leurs textes n'ont pas été éliminés pour autant, signe que malgré tout, un espoir d'ouverture à l'autre reste. Et il reste, me semble-t-il, et je terminerai par là, il reste en particulier pour les lecteurs d'aujourd'hui qui, croyants, différemment croyants ou pas croyants du tout, prennent au sérieux cette littérature ancienne, les éléments de réflexion qu'elle peut nous donner encore pour penser la relation à l'exilé et aux migrants,
à partir du moment où l'on est capable de faire sien le point de départ de la réflexion biblique sur le sujet. L'étranger, l'étrange, ce n'est pas l'autre, c'est d'abord soi-même. Lié à un peuple précis dans la littérature biblique, ce point est peut-être l'un de ceux qui devrait être élargi à l'expérience humaine commune. Ainsi, cultiver sa propre étrangeté, c'est devenir capable d'accepter l'autre dans sa différence, sans craindre la confrontation, ni prétendre le vaincre ou le convaincre, ou l'exploiter, de quelque manière que ce soit. L'idéal est très haut, c'est sûr. Mais peut-on renoncer d'emblée à le poursuivre sous prétexte que c'est difficile? Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse d'avoir été un peu plus longue. Eh bien, je dois dire que je suis ravie parce que lorsqu'Augisty nous a été proposé d'intervenir dans une co-animation avec une spécialiste des questions bibliques, c'est vrai qu'on était un peu interloqués parce que ça ne collait pas de source pour nous. Et je suis ravie parce que je pense que ce que tu as dit, Elena, ça inspire vraiment des choses auxquelles on va se confronter l'une et l'autre. Donc j'espère que vous allez avoir le même plaisir que celui que j'ai eu en imaginant comment j'allais bidouiller ce que j'avais préparé au vu de ce qui vient d'être dit. Quelques mots peut-être pour me présenter surtout le GISTI, qui est une association qui est une vieille association, elle est née en 72, avec l'idée de s'intéresser à une catégorie où on voyait les défaillances de l'état de droit. Au départ, c'était vraiment ça. À l'époque, dans les années 70, vous savez, on était confronté à l'idée qu'il y avait des catégories de la société par lesquelles on voyait où l'état de droit qu'on était fiers d'afficher, en France en particulier, pêchait un peu. C'était essentiellement les fous, les prisonniers, les étrangers. Voilà. C'était assez foucaldien comme vision des choses. Et donc voilà, le GISTI est une des premières associations qui est née sur la thématique propre du droit des étrangers. Depuis, il y a bien sûr le tissu associatif, c'est vraiment enrichi et développé autour de cette question, comme de bien d'autres. Au GISTI, on fait de la défense donc, du droit des étrangers, c'est-à-dire tous les droits qui sont propres aux personnes étrangères, le droit à entrer sur le territoire, le droit à y demander l'asile, le droit à y séjourner, le droit à y travailler, à y faire des études, les droits sociaux, ouverts ou pas aux étrangers, le regroupement familial, etc., et l'accès à la nationalité. Voilà ce qu'on met dans le droit des étrangers, a priori. Le GISTI est né avec la revendication de l'égalité des droits entre Français, Françaises et étrangers et étrangères, à quoi a été ajoutée, au bout de quelques années, une seconde revendication qui nous tient également très fortement à cœur, qui est la liberté de circulation. Je ne vais pas développer tout de suite là, cette idée-là, parce que vous allez voir que ça va être intéressant justement de réfléchir à ce que ça peut signifier la liberté de circulation, sachant qu'au GISTI on a toujours entendu liberté de circulation comme liberté de circuler et de s'installer. On n'a pas besoin de préciser, pour nous c'est de s'installer ou pas, quoi. De choisir. De choisir où on veut résider. Alors, dans la thématique immigration telle qu'elle est en avant, utilisée, agitée par les responsables politiques, par les médias, mainstream ou pas, il y a quelque chose qui est très frappant, qui existe depuis plusieurs années, mais qui vraiment est de plus en plus manifeste, c'est une très grande confusion. Une très grande confusion dans les termes, les terminologies employées. Il y a des modes sur les mots qui sont utilisés, il y a des mots qui apparaissent, des mots qui disparaissent, des mots qui sont remplacés les uns par les autres. Et donc c'était intéressant d'entendre Elena parler de ces trois catégories d'étrangers, l'étranger de passage, résident et menaçant. Même si tu n'as pas approfondi ce que serait l'étranger menaçant, parce que en fait, l'étranger dont on parle aujourd'hui dans le
débat politique, ça ne vous aura pas échappé qu'il est quand même assez souvent menaçant, même s'il n'est que de passage, et s'il s'obstine à rester, et si en plus il ne veut pas partir quand on veut le faire partir. C'est le fameux débat tout récent autour des OQTF, qui est un terme que personne ne connaissait, hors les spécialistes du droit des étrangers, il y a 10 ans, et que maintenant tout le monde connaît. On appelle maintenant les OQTF, comme si c'était les personnes qui étaient devenues la mesure à quoi elles sont condamnées, ou qu'il aurait notifié. Donc confusion entre les termes, et c'est pas rien de choisir un terme plutôt qu'un autre, d'en adopter un ou pas, de le remplacer, d'en remplacer l'un par l'autre. Alors on entend migrants, étrangers, immigrés, exilés, réfugiés, demandeurs d'asile, clandestins, sans-papiers, et tout ça fait un grand boulga, et on ne sait plus très bien de qui on est en train de parler. Alors ce sont des termes qui ne sont pas du tout équivalents, mais selon les moments, ça va être l'un qui va revenir au premier rang. Et ça m'a frappé que Elena, tu utilises le mot migrant quand tu as parlé d'étrangers résidents, parce que justement ce mot migrant, c'est un mot qui est devenu aujourd'hui un mot beaucoup plus fort, beaucoup plus utilisé que d'autres. Il y a quelques années, on utilisait beaucoup plus le terme immigré. Il y a eu une période où on parlait beaucoup plus des clandestins, mot qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui a été supplanté par sans-papiers. Vous voyez, il y a des modes comme ça. Le mot migrant, c'est un mot qui est un peu perturbant, me semble-t-il, parce que quand même, c'est un gérondif. Migrant, c'est celui qui est en train de migrer, a priori. Et donc, le migrant, pour moi, c'est celui qui est en train de franchir des frontières. C'est celui qui, je sais pas, a quitté l'Afghanistan, est passé par la Turquie, a traversé la Grèce, l'Italie, est arrivé en France et peut-être va aller au Royaume-Uni. Il est en train de migrer. Quand on voit des journalistes parler d'une personne qui est là depuis 19 ou 20 ans, qui travaille, qui élève des enfants, qui peut-être participe, je sais pas, au club de foot de son quartier ou je ne sais quoi, est-ce que cet homme est en train de migrer? Il s'est installé, il fait partie de la société. C'est plus un migrant, c'est quelqu'un qui a émigré, ok, mais aujourd'hui il fait partie de la population de ce pays, me semble-t-il. En tout cas, c'est une façon de voir que je trouve on devrait être un peu plus nombreux à partager, que les gens qui sont là depuis un moment, ben, ils sont là, voilà, ils sont avec nous, ils sont partis. Donc les idées sont faussées par ces terminologies toujours mal employées, mal définies. Et du coup, les questions sur la thématique immigration, c'est toujours est-ce qu'il y a trop d'immigrés ou pas? J'ai encore entendu ce matin sur France Inter la journaliste qui s'obstinait à demander, je ne sais plus quel responsable politique, mais vous, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés? Mais François Bayrou avait dit qu'il y avait on appelle ça, comment il avait dit enfin un arrivage massif, je ne sais plus comment il dit, beaucoup trop quoi. Et est-ce que vous pensez ça aussi? Elle tenait absolument à ce qu'il lui donne sa réponse à lui. Est-ce qu'il y a trop d'immigrés? C'est quoi cette question? Et au nom de quoi? Et sur quels critères? Et qu'est-ce que ça veut dire de vouloir arracher cette idée? Il y en a trop, il n'y en a pas assez, il en manquerait, il en faudrait un peu plus, que sais-je. Est-ce qu'on peut en accueillir davantage? Et alors là, vraiment, c'est là que je trouve très intéressant la confrontation, parce que est-ce qu'on peut en accueillir davantage? Ça pose le débat comme ça. Il y a nous qui sommes là, qui sommes sur une terre, un territoire qui est à nous, forcément, puisqu'on est les nationaux. Ce territoire est à nous et donc on est en capacité de décider, de choisir est-ce qu'on peut en accueillir plus, lesquels on peut accueillir, lesquels on ne peut pas accueillir, lesquels on a accueillis mais maintenant on ne peut plus, etc. C'est donc vraiment cette vision-là de l'étranger, et vous voyez comment ça fait écho, je crois, avec ce que disait Elena sur cette idée que nous ne sommes pas des étrangers sur cette terre. Et cette terre, elle est à nous, que ça soit bien clair. Et je crois que vraiment la thématique de l'immigration telle qu'elle est brandi, agité, etc. Je crois que parfois on a l'impression que son objectif premier, c'est de conforter l'idée qu'on est bien chez nous. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a l'étranger dont on va décider si oui ou non on l'accueille, on en accueille plus, on en accueille moins, que du coup ça marque le fait qu'on est bien d'accord. Ici c'est chez nous. Voilà. Et je crois que c'est voilà, inutile et dangereux et pas très intéressant. Donc la peur et c'est ce rapport au territoire. La confusion, pour dire plus précisément les choses et plus concrètement, c'est que quand on parle d'immigration, et est-ce qu'il y en a trop, pas assez, on parle aussi bien de celui qui vient d'arriver, qui a fui une guerre, une dictature,
que celui qui est là depuis des années, qui a donc, on pourrait dire, fait souche, pour reprendre un terme qui est souvent utilisé à propos des Français, qui auraient fait souche, que ceux qui sont venus pour faire des études et puis qui finalement se sont maintenus sur le territoire parce qu'ils y ont construit leur vie, que de ceux qui sont venus rejoindre un proche, que de ceux qui sont venus pour travailler quelques années avec la perspective de repartir au bout de quelques années. Enfin, c'est une quantité de personnes considérablement différentes. Et lorsqu'on parle des migrés, surtout si on dit le mot migrant, la figure, vraiment, c'est le noir ou l'arabe, pour dire les choses clairement, qui est censé être là de passage, il n'est pas chez lui, il a une autre culture, peut-être une autre religion qui fait peur, qui est menaçante, etc., etc. Alors que notre société est construite avec des gens qui sont de tous les continents de la planète et de tous les statuts sociaux. Il y a des gens qui sont des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des... Pourquoi est-ce que celui qu'on voit quand on dit immigré, c'est l'ouvrier, celui qui nettoie les rues ou celui qui fait le garde devant le Monoprix du coin? Non, l'immigré, c'est beaucoup de personnes très très différentes avec des histoires singulières. Or, quand on parle d'immigration, on n'est jamais en train de parler d'histoire et surtout pas de singulier. On parle de flux, on parle de gestion, on parle de... vous voyez, il y a tout un vocabulaire aquatique, les flux, les vagues migratoires, etc., qui dépersonnalisent, qui font que ce ne sont plus des personnes dont il s'agit, mais des espèces de mouvements. Et des mouvements comme ça, évidemment, c'est menaçant, ça fait peur, on ne sait pas très bien qui on a en face. Alors, le terme de vocabulaire, je pense que ça ne peut pas faire de mal d'y revenir un petit peu, mais on pourra en discuter, parce qu'il y a des choses qui sont des définitions. Par exemple, si on pense au terme juridique, là, il y a une définition qui est claire et pas discutable, mais après, il y a d'autres termes sur lesquels on peut discuter de la définition. Si on parle des termes de droit, des termes strictement juridiques, ben voilà, étranger, en droit, étranger c'est un mot qui peut être utilisé pour beaucoup de choses, mais en droit ça veut dire celui qui n'a pas la nationalité du pays dont on est en train de parler. Donc en France, l'étranger c'est celui qui n'a pas la nationalité française. Il peut en avoir 2 ou 3 autres, mais pas la française. Voilà. Parmi les étrangers, il y a 2 catégories au moins en droit. Il y a les ressortissants européens, donc les gens qui sont membres de l'un des 27 États membres de l'Union européenne. Voilà. Et puis, il y a les ressortissants qu'on appelle d'États tiers, les gens qui viennent, donc, qui ont une nationalité d'un autre État qu'européen. Là, on est toujours dans le droit, et là, c'est du factuel, quoi. Il y a un demandeur d'asile. Demandeur d'asile, là aussi, c'est une définition juridique, c'est celui qui est venu demander protection, une protection internationale à un certain pays, donc par exemple en France. Lorsqu'on est demandeur d'asile, on n'est pas sans papier, voilà, on a un statut à partir du moment où on a été reconnu comme pertinent à demander cette protection. Il y a le mot réfugié, là encore, c'est un mot qui est un mot du langage courant, hein, on se réfugie de la pluie ou je ne sais pas quoi, mais en termes juridiques et concernant l'immigration, le réfugié, c'est celui à qui la France a bien voulu reconnaître le droit à une protection internationale. Donc c'est un statut. Et puis après, il y a la notion d'étranger en situation irrégulière quant au séjour. Je précise toujours quant au séjour, parce qu'on peut être en situation régulière parce qu'on conduit lorsqu'on n'a pas le permis, c'est voilà, une situation régulière, mais on peut être en situation irrégulière quant au séjour, c'est-à-dire la France n'a pas voulu vous accorder un titre de séjour ou n'a plus voulu vous le reconnaître, donc vous a retiré votre droit au séjour. Là, on est dans des termes, c'est factuel, c'est de la définition juridique. Après, il y a des termes qui sont des termes utilisés, soit par la sociologie, par la démographie, dans le langage statistique, etc. Par exemple, le terme immigré, c'est un terme qui n'a rien de juridique. C'est un terme utilisé par les statisticiens avec une définition qui consiste à dire qu'on est né hors du pays dans lequel on se trouve à un certain moment. Voilà. Donc je suis venu à 2 jours, ou à 2 ans, ou à 20 ans, ou à 80 ans. Je suis en France, et bien voilà, je suis immigré, je suis né en dehors du pays où je réside. Voilà. C'est assez factuel aussi, mais c'est vrai que ça n'est pas du langage juridique. Et puis on a un mot comme exilé, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est un mot qui justement n'est ni juridique, ni sociologique, ni... voilà, c'est aucune des sciences humaines dans notre définition. C'est un terme assez poétique et qui en plus dit quelque chose du vécu de cela. Et j'étais contente que donc l'intervention soit dans un cycle dans lequel on parle d'exil, parce que exil c'est ex, hein, on est sorti, on est parti, on a quitté. Et du coup, forcément, ça évoque
la douleur, la souffrance, ce qu'on a dû perdre, ce qu'on a dû abandonner. Ça peut être, je sais pas, une cuisine qu'on aimait bien, des odeurs, un paysage, un climat, une littérature, une langue, des proches, bien sûr. C'est beaucoup tout ça qui est porté dans le terme d'exil, qui est un terme que je chéris particulièrement à cause de tout ça. Mais encore une fois, c'est ni un terme juridique, ni sociologique, ni démographique, ni quoi que ce soit. Alors, ces définitions, je crois que c'est vraiment important de les avoir, parce qu'elles sont, quand on mélange, quand on dit les étrangers alors qu'on parle des immigrés, quand on oublie qu'on peut très bien être immigré et être devenu français, par exemple, c'est intéressant de se reporter aux statistiques et de regarder. Si vous avez la curiosité, allez voir sur les sites de l'INSEE, par exemple, on trouve des petits schémas qui sont très bien faits. Il y a celui-ci que j'affectionne particulièrement, qui montre les étrangers. Qui montre la population de la France, c'est 68 millions en 2023, les statistiques c'est toujours un petit peu après qu'on les construit. Et à l'intérieur de la population de la France, vous avez un certain nombre de personnes qui sont la population immigrée, c'est 7 millions, 7,3 millions exactement, et la population étrangère qui est 5,6 millions. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui disent mais alors c'est pas la même population, parce que c'est vraiment quelque chose que j'expérimente à chaque fois que je suis dans des réunions publiques ou avec des étudiants, etc. Les gens ont toujours l'idée que l'étranger et l'immigré c'est forcément un peu pareil, quoi. Eh bien non, il se trouve qu'on peut très bien être immigré, c'est-à-dire être arrivé en France sans y être né et être devenu français, ou ne jamais être devenu français. Donc voilà, on peut être immigré et français ou étranger. Et on peut aussi être né en France, mais être étranger, parce que les règles sont comme ça, et que lorsqu'on est en France, on ne devient pas français forcément. Le droit du sol n'a jamais été un droit absolu sur le territoire national, mais jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part droit du sol, droit du sang, ça a évolué selon les siècles, enfin dans les cours des derniers siècles, mais il n'y a jamais eu de pur droit du sang ou le pur droit du sol, c'est toujours un mélange qu'a choisi la France, et le fait de naître en France n'a jamais suffi à être français. C'est quelque chose à quoi s'ajoutent d'autres conditions, une durée de résidence en France, le fait de n'avoir pas été condamné à un certain quantum de peine, éventuellement la connaissance linguistique considérée comme suffisante, etc. etc. Donc voilà, vous voyez que c'est à partir du moment où on n'utilise pas les bons termes, comment peut-on penser correctement, comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce que serait une bonne politique. Et donc, ici, évidemment, on s'intéresse à ça, aux politiques migratoires et à l'évolution des réglementations, qui sont en ce moment tout particulièrement. Alors, on est toujours hésitant lorsqu'on rédige, à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, une nouvelle réforme, on fait un petit bouquin pour expliquer ceux qui changent avec la loi Darmanin, ceux qui changent avec la loi Collomb, ceux qui changent, etc. On fait des séries comme ça. Et à chaque fois, on se dit, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce qu'on touche le fond du fond, etc. Et on se demande toujours si, on se dit oui, mais quand même, parce que c'était pas terrible non plus, etc. Donc on est toujours hésitant. Mais enfin, franchement, il y a des choses qui sont quand même particulièrement graves et hardes et très inquiétantes dans la façon dont la France, les ministres de l'Intérieur qui se succèdent, considèrent qu'ils ont à gérer l'immigration. Rien que le terme est extraordinaire. On fait une loi pour mieux gérer l'immigration, pour maîtriser. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on pourrait gérer les circulations d'humains, qu'on pourrait maîtriser la population qui passe, qui circule, qui vient, qui naît, qui meurt, etc. etc. Il y a un exemple que je trouve très très intéressant dans l'actualité toute récente. Peut-être avez-vous entendu parler d'un accord qui a été signé en août dernier entre la France et le Royaume-Uni, avec la volonté de mettre fin, alors ça peut se dire de façon plus ou moins humaniste, soit il faut cesser ce scandale des personnes qui arrivent à franchir la Manche et à venir illégalement sur un territoire qui leur a rien demandé. Et puis la version plus humaniste, c'est il faut en finir avec ces migrants qui meurent en mer pour avoir tenté, faisant confiance aux méchants passeurs, bien sûr, d'arriver au Royaume-Uni. Quelle que soit la couleur qu'on donne à la volonté de toute façon de la part de la France et du Royaume-Uni est la même, c'est faire cesser ces traversées dites illégales.
Et alors, c'est extraordinaire cette histoire parce que dans les échanges entre la France et le Royaume-Uni, on en est à plus d'une dizaine de textes, de traités, accords, etc., signés entre les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés de part et d'autre de la Manche. Et aucun de ces accords, traités, etc. n'a permis d'en finir avec ces traversées. Au contraire, elles ne cessent d'augmenter et elles ne cessent de générer davantage de morts parce que, évidemment, rien n'est fait pour sauver les personnes lorsqu'elles sont en mer. On a des histoires, donc peut-être vous avez entendu parler, avec des services de sauvetage qui ont refusé d'intervenir, des services de sauvetage qui s'y prennent techniquement de telle façon qu'en fait les petits bateaux, les small boats comme on dit, coulent, parce que si vous faites passer très vite une petite navette à toute vitesse autour d'un petit bateau, eh bien le bateau coule, ça marche très bien. On peut aussi percer le petit canot gonflable, enfin, il y a plusieurs techniques sympathiques qui font que non, on n'est pas en train d'essayer de sauver les personnes qui sont menacées par ces traversées illégales. Alors cet accord passé en août dernier, il se veut donc l'accord qui lui enfin va finir par résoudre ce problème, et il s'appelle one to one, c'est-à-dire un pour un ou un contre un, comme vous voulez, c'est-à-dire pour une personne que le Royaume-Uni accueille, la France s'engage à reprendre une personne envoyée par le Royaume-Uni. Alors ce sont comme ça très équitables et à l'intérêt réciproque des deux nations. Ça a été signé en août dernier. Les premiers cas de figure des personnes qui étaient censées faire l'objet de ces échanges, elles ont fait des recours, pour certaines pour ne pas être renvoyées en France, parce que rien ne dit dans l'accord ce que doit faire la France ensuite, c'est-à-dire est-ce qu'une fois que la France aurait réaccueilli une personne renvoyée par le Royaume-Uni, est-ce qu'elle a le droit ou pas de le renvoyer ensuite en Italie, en Belgique, en République tchèque ou en Afghanistan? Ce n'est pas écrit dans l'accord. Donc il y a des gens qui sont au Royaume-Uni et qui n'ont pas du tout envie de retourner en France avec cette menace. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu de nouveaux passages illégaux, et même le nombre de personnes qui ont essayé de franchir la Manche a augmenté par rapport à la période avant cet accord. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et il y a tout à craindre que ça ne va pas davantage fonctionner dans les mois qui vont suivre. Parce que, encore une fois, gérer les humains, ça ne peut pas se faire si on ne commence pas par se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent? Où est-ce qu'ils ont envie d'aller? Où est-ce qu'ils ont envie d'être? Et c'est clair que le droit des étrangers, la maîtrise de l'immigration, c'est quelque chose qui ne s'organise jamais avec l'intérêt pour les personnes, leur volonté de circuler, leur désir, leurs souhaits, mais elles partent toujours du droit des États. Les États ont le droit de décider qui elles veulent accueillir, qui elles veulent garder, qui elles veulent chasser, les désirables et les indésirables. Alors que c'est évident que si on commençait par se demander où les personnes veulent vivre, la plupart des personnes, bizarrement la plupart des humains, ils ont plutôt envie de vivre pas très loin de là où ils sont nés, en général. Et quand ils décident d'aller ailleurs, c'est soit parce qu'ils y sont contraints, parce qu'ils sont sous la menace d'un tremblement de terre, d'une épidémie, de la sécheresse qui les empêche de vivre de la récolte sur leur terre, ou d'une dictature et d'un régime barbare. Et puis il y a aussi des gens qui choisissent. Il y a aussi des gens qui sont des aventuriers, il y a aussi des gens qui ont envie de découvrir d'autres terres. Et qu'est-ce qui donne le droit? Qu'est-ce qui permet aux personnes, parce qu'elles se considèrent propriétaires d'un certain territoire, de dire non, toi tu as le droit de venir, mais juste pour visiter, et toi tu n'as même pas le droit de venir visiter parce qu'on craint trop le risque migratoire. C'est l'expression utilisée dans les consulats pour délivrer ou non des visas. On mesure le risque migratoire, le risque de la personne qui a dit qu'elle venait pour visiter les châteaux de la Loire, que finalement elle s'incruste et qu'elle reste au-delà de son visa. Donc la gestion, ça c'est vraiment la première folie de toutes ces réglementations qui se succèdent. La deuxième folie, c'est de raisonner donc à partir des capacités d'accueil. Parce que les capacités d'accueil, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne étrangère vient en France, elle vient et elle apporte des choses à la France.
connaissances, une culture, etc., mais aussi du travail. Et elle va enrichir le produit intérieur brut. Et très souvent, d'ailleurs, les personnes qui s'installent en France et qui y travaillent, elles finissent par créer des emplois, elles consomment, elles payent de la TVA, etc. Donc elles enrichissent. Évidemment, c'est évident. Et pourquoi est-ce que sans arrêt on nous parle du coût des étrangers, du coût de l'immigration, alors que la première chose à constater, c'est quand même un bienfait économique tellement évident. Enfin, c'est fou qu'on ait complètement oblitérer cette vision des choses. Donc, les capacités d'accueil. Et alors, on pense pas assez de travail, du chômage, pas assez de logement, il y a une grande pénurie de logement, etc., etc. Les soins, pas assez d'hôpitaux, pas assez de médecins, pas assez, on a assez de rien. Et donc, les étrangers, forcément, ils vont nous prendre le peu qui nous reste. Donc, en dehors de cette idée de pourquoi est-ce que c'est à nous et pas à tout le monde, qu'est-ce qui fait que parce qu'on a eu la chance, je sais pas, parce que le sort a fait qu'on est arrivé sur cette terre, qu'est-ce qui fait qu'elle est plus à nous que à celui qui arriverait, l'étranger de passage? Donc, il y a déjà cette première question. Mais après, il y a la question de comment on mesure ses capacités d'accueil. Il y a un autre exemple dans l'actualité, un tout petit peu moins récente, mais quand même, qui est très intéressant à observer, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes. La guerre éclate, la Russie envahit l'Ukraine, le monde européen, entre autres, s'émeut, et on décide d'accueillir des Ukrainiens. À noter que la France n'a pas été au top niveau de l'accueil des Ukrainiens et Ukrainiennes. On a accueilli au plus fort moment autour de 100 000. 100 000, on a une population de 68 millions. À ce moment-là, branle-bas de combat. Tous les préfets sommés de dire dans leur territoire, est-ce qu'il y avait des endroits, des gymnases, des lieux désaffectés, des je ne sais quoi, dans lesquels on pourrait accueillir ces Ukrainiens et Ukrainiennes. Les préfets se sont empressés, bien sûr, d'obtempérer. On a évidemment, au passage, vidé des centres d'accueil de demandeurs d'asile, de sans-papiers, de sans-domicile fixe, de CHR, etc., de leur population pour y accueillir les Ukrainiens et Ukrainiennes. Franchement, est-ce que la population française s'est trouvée privée de choses à cause de l'arrivée des Ukrainiens? Est-ce que du coup on a assisté à des crises considérables du fait de l'arrivée des Ukrainiens et Ukrainiennes? Évidemment non, évidemment non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer avec les Ukrainiens et Ukrainiennes, alors qu'ils nous avaient apporté une démonstration que capacité d'accueil, c'est quelque chose qui est à géométrie très variable? Et bien aujourd'hui, parce que ça a un peu duré, eh bien les Ukrainiens et Ukrainiennes, on trouve que, bon, maintenant, ça commence à bien faire, quoi. Et il y a des témoignages qui sont sortis, il y a un article qui est sorti tout récemment dans Mediapart, qui est extraordinaire, dans lequel on nous explique qu'il y a des centres d'accueil qui ont été ouverts aux Ukrainiens et Ukrainiennes, où il y avait libre accès à des bouilloires de thé ou de café, et le libre accès a disparu. Et ils pouvaient ils avaient un petit déjeuner où on leur offrait du pain, et maintenant c'est un morceau de pain par personne, pas plus. Donc voilà, vous voyez que l'accueil, la géométrie variable de l'accueil, ça se mesure à quoi? C'est quoi les critères? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est l'objectif? Alors qu'on nous parle de gestion et de maîtrise, on est incapable de donner des chiffres, des raisons d'être, une logique programmatique ou je ne sais quoi à ces accueils ou non-accueils. Parmi les autres préjugés et leurs conséquences, il y a bien entendu l'idée que ces personnes étrangères, elles viennent là pour profiter de l'État-providence, de jouir de quelque chose qu'elles n'ont pas construit, qu'ils n'ont pas elles, et donc là on rejoint cette fameuse idée de la convoitise. La convoitise au centre des rapports sociaux, je dirais, avant la civilisation. La civilisation, c'est justement de dépasser ces instincts primaires, ou je ne sais pas comment les appeler, et d'essayer de réfléchir à un partage et à la justesse et à la justice d'un partage. Donc à partir du moment où l'étranger est celui qui vient profiter, à une époque, il venait prendre nos femmes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il venait prendre nos femmes, même les femmes disaient qu'il venait prendre nos femmes. Et après, il a pris notre pain, notre travail, notre RMI, notre RSA, nos logements, enfin, ils nous prennent tout. Et donc, si on part de là, et bien évidemment, du coup, on est conduit à priver de droits fondamentaux les personnes qu'on accueille, entre guillemets, et c'est ce à quoi on assiste dans la réglementation.
Donc ne cesse de s'élaborer des règles dans lesquelles il va falloir être depuis 3 ans en France pour pouvoir bénéficier de ceci, 5 ans en France pour pouvoir bénéficier de cela, il faut remplir telle et telle condition, tel critère pour avoir droit à ceci, etc. Même la prestation sociale qui fait beaucoup parler très régulièrement, mais tout spécialement en ce moment, vous avez dû entendre parler de l'aide médicale État, qui est quelque chose comme 0,5% du budget de la sécurité sociale. Hein, voilà. Mais quand même, c'est une dépense considérable à laquelle il faut mettre fin, nous disent certains. Eh bien, cette aide médicale État, qui n'est pas une prestation, ce n'est pas une allocation, c'est la possibilité d'être remboursé lorsque on a besoin de soins médicaux. C'est ça, l'aide médicale État. Eh bien, on ne cesse de faire monter les conditions pour y avoir droit. Donc il faut une certaine durée de résidence, il faut ne pas dépasser un certain plafond de ressources, etc. etc. Et régulièrement, il y a des réformes qui modifient non seulement les conditions d'accès, mais même ce à quoi on a droit. Donc on réduit ce qu'on appelle le panier de soins, et on fait courir des rumeurs. Alors j'ai entendu récemment qu'il y avait des personnes sans papier, enfin, des personnes étrangères qui viennent en France pour se faire refaire le nez grâce à l'aide médicale État. Si vous en connaissez, je viens la rencontrer, cette personne, parce que je n'en ai jamais rencontré une seule. Mais voilà, c'est le genre de rumeurs avec lesquelles ces questions sérieuses sont traitées et maltraitées par les médias et ce qui est censé nous aider, nous, citoyens, citoyennes, à réfléchir à ce qui serait juste et bon de faire dans ce monde où, de toute façon, il y a des migrations, il y aura de plus en plus de migrations. Pas simplement parce qu'il y a de plus en plus de guerres et de dictatures, pas simplement parce qu'il y a le réchauffement climatique, mais pour toutes sortes de raisons, y compris parce que le tourisme, les médias, etc. font que plein de gens sur la planète savent qu'il existe des ailleurs. Et que donc, pourquoi pas aller ailleurs que là où on est né. Merci. Je travaille dans le bâtiment. Et je peux vous dire qu'il y a, d'après les données du fisc, 11% des logements privés qui sont vides. 11%. Hein, 11% des logements privés, de l'habitat privé. Les copropriétés, les maisons individuelles. Je ne parle pas des résidences secondaires. Hein. Il y a les logements occupés, il y a les résidences secondaires, il y a les logements vides. 11%. Et il y a un certain nombre de logements qui sont vides parce que c'est normal, il y a un roulement. Ils sont entre deux locations, ils sont en rénovation, ils sont en vente, c'est normal qu'ils soient vides. Ceux qui sont vides structurellement depuis au moins 2 ans, ça représente en France environ 3,5%, soit 1 million de logements. Il y a 1 million de logements qui sont vides structurellement depuis des années en France. Donc c'est beaucoup plus que les 100 000 Ukrainiens qu'on a accueillis. 1 million. Sans vous apprendre grand-chose, que le système de soins repose beaucoup sur les stagiaires, sur les internes, sur les juniors. Est-ce que du coup, d'après ce que vous dites, il y aurait un peu une forme de, pas de complot, mais de facilité pour l'État et les médias de mettre la culpabilité sur les personnes issues de l'immigration pour justement pas affronter leurs responsabilités dans le système de soins et dans plein de choses qui dysfonctionnent en fait dans la société. Très souvent, les personnes étrangères sont accusées de mettre à mal le système de santé. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lit les travaux de chercheurs, de sociologues, de spécialistes de la santé, de spécialistes, on découvre plutôt une réalité contraire, c'est-à-dire que l'ensemble de la population immigrée a tendance à différer les soins davantage que la population autochtone. Les personnes étrangères ont tendance à être arrivées en France quand elles sont immigrées récentes. En général, elles arrivent en bonne santé, pour la plupart d'entre elles. Il y en a qui viennent en espérant se faire soigner en France, c'est vrai, mais c'est quand même un très très petit nombre par rapport à l'ensemble des personnes qui arrivent plutôt des jeunes majeurs et qui ont la santé, parce qu'il faut la santé pour franchir des frontières, en particulier illégalement. On n'arrive pas comme ça à franchir des montagnes et des mers et des déserts si on est malade et mal foutu. Voilà. Parce que les personnes viennent souvent de pays dans lesquels le système de soins est moins développé, donc elles ont moins le réflexe d'aller voir le médecin. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent le moindre accès, le moindre réflexe à aller vers les soins. Et si on reprend ce que j'évoquais sur l'aide médicale État, par exemple,
donc la prestation réservée aux personnes en situation irrégulière quant au séjour. On sait que, vous savez, il y a un taux de non-recours pour toutes les prestations. On sait qu'il y a des gens qui pourraient toucher les indemnités chômage, mais qui ne sont pas inscrits à Front Travail. On sait qu'il y a des gens qui pourraient avoir droit à des allocations de logement qui ne demandent jamais. Si on regarde le taux de non-recours de l'aide médicale État, c'est le plus fort taux de non-recours. Pour plein de raisons. Les gens ne savent pas que ça existe, ne savent pas qu'ils remplissent les conditions, ne sont pas aidés pour faire les démarches, se disent qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ne sont pas malades. Enfin, il y a des multiples raisons qui ont été analysées par de nombreux chercheurs. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus qui montrent que le taux de non-recours est très faible. Donc c'est faux cette accusation de recours excessif des personnes étrangères dans le système de santé global. Et après, j'ajouterais que dans le système de santé hospitalier, une grande partie des établissements ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas les médecins à diplôme étranger, les internes, les faisant en fonction d'interne, les infirmiers, etc. Il y a beaucoup d'infirmiers qui exercent dans l'hôpital public qui en fait sont des médecins, mais qui n'ont pas pu faire reconnaître leur diplôme et qui donc exercent comme infirmiers. Voilà. Et il y a des hôpitaux entiers dont on sait, en particulier les hôpitaux un peu désertés, ceux qui ne sont pas les plus nobles, les plus prisés, qui fermeraient si la population étrangère était envoyée à la mer, comme le veut un certain parti politique. Votre analyse des textes bibliques me faisait penser à comment c'est reçu en Israël, comment Netanyahou se débrouille avec ces textes bibliques, ou comment est-ce qu'il a au moins une justification biblique de ces comportements face aux Palestiniens. Ça, voilà. Alors, je vais vous faire une réponse de jésuite. J'ai dit tout à l'heure que je ne faisais pas de politique contemporaine. Et je m'excuse pour les jésuites qui nous entendraient éventuellement. Ou une réponse de Normand, si vous préférez, puisqu'on est en France. Il y a un problème. Et là aussi, je ne fais pas de politique contemporaine. Il y a un problème, c'est que ces textes sont considérés la plupart du temps comme textes sacrés. Ça va ? Donc, si on les considère comme textes, ce que vous avez entendu que je n'ai pas fait ce soir, mais c'est pas pour ça que je les ai pas pris au sérieux. Si on considère que ces textes sont sacrés, on les tient à distance. Les tenir à distance, ça veut dire qu'on ne les lit pas. Et quand on ne les lit pas, et le problème il est là, c'est qu'on leur fait dire ce qu'on a envie qu'ils disent. Et comme diraient mes compatriotes, pour le coup, Dupont et Dupont, vous avez tous lu un peu, parce que mon avis, je le partage. Vous savez, les Dupont et Dupont, c'est surtout vrai pour les fondamentalistes et les idéologues religieux. Je dis ça, je ne dis plus rien là-dessus. Il y en a là-dedans qui auraient intérêt de temps en temps à rouvrir leur Torah, pas seulement les commentaires de la Torah, parce que vous avez quand même entendu qu'à un moment donné, il y a eu un repli sur soi. Cette littérature, elle est tellement vaste, elle couvre tellement de siècles, qu'au fond, si on veut faire dire au texte « c'est la terre promise par Dieu à nos pères », vous savez, la Bible, elle dit « Dieu n'existe pas hein. ». Sauf que si vous remettez ce passage-là dans le contexte, c'est l'insensé dit « Dieu n'existe pas ». Donc, je prends cet exemple-là à dessein pour vous dire qu'en fait, il y a une question de contextualisation. Et donc, je ne suis pas en train de prendre cet exemple-là pour vous dire « il faut croire en Dieu ». Donc, c'est juste pour vous faire comprendre l'exemple. Il y a une question de contextualisation. Si vous décontextualisez les choses, vous faites dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est encore plus vrai avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et avec les petites vidéos qu'on peut faire. Vous enregistrez nos voix qui vont partir dans les ondes et quelqu'un de très intelligent va prendre un petit morceau de ce que j'ai dit, va me faire dire exactement le contraire et exactement le contraire à Violaine aussi. Donc il faut se méfier de ça. La seule chose, c'est de revenir au texte et de le lire, et d'essayer de les lire aussi avec un petit peu de distance critique. Parce que je ne dis pas que l'interprétation que je fais de cette histoire-là, là rapidement ce soir, est la seule possible. J'estime
pas parce que c'est la mienne ou parce que j'ai été aussi m'en inspirer chez des auteurs que j'apprécie et que j'aime beaucoup, que c'est une manière de lire qui peut donner à penser sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, parce que il y a quelque chose. Mais il faut se méfier, comme de la peste, des idéologues et des fondamentalistes religieux, quelque religion que ce soit. Moi, je voulais revenir sur l'histoire des deux étrangers éponymes, là, Abraham et Moïse, parce que non seulement ils sont des étrangers qui s'en vont, mais ils sont des étrangers qui sont obligés de partir. C'est le cas tout à fait pour Moïse, on le sait. On le sait moins pour Abraham, parce qu'on ne lit pas l'histoire, on ne la lit pas tout à fait jusqu'au bout, l'histoire de son père, c'est les deux frères de Moïse. C'était un peu une question de vie ou de mort. Les deux frères d'Abraham, vous voulez dire? Les deux frères d'Abraham, pardon. C'était un peu une question de vie ou de mort. Oui, en réalité, le texte biblique est très disert sur la chose et on peut broder tout ce qu'on veut autour. Et d'ailleurs, les commentaires anciens ne se sont pas privés de broder tout ce qu'on veut autour. Ce qui semble en tout cas intéressant du côté de ce que je ne parle pas de ce que les historiens peuvent reconstituer, hein, parce que sur Abraham on peut reconstituer pour ainsi dire peu ou rien, hein. Même sur Moïse c'est la même chose, hein. Mais le texte semble dire effectivement qu'à un moment donné il s'en va parce qu'il reçoit cet ordre et ce qu'il quitte assis, hein. Oui, aussi. Chapitre 12, le début du chapitre 12. Je parle de la fin du chapitre 11. Oui, la fin du chapitre 11 montre en réalité un monde qui est le monde dans lequel Abraham vit avec sa famille, qui est dominé par un père oppressant. Oppressant, oppressif, qui contrôle tout. Voilà. C'est une lecture qui tient la route, je pense, en regardant le texte très attentivement. Mais le texte est tellement économe là-dessus que, on a déjà dit plus de mots sur le texte dans ce bref échange que le texte biblique lui-même. Mais voilà. Mais effectivement, ils sont obligés de partir. Alors quand Abraham part, il reçoit à un moment donné l'ordre de partir. Puis il y a cet épisode auquel je n'ai pas fait allusion, mais que vous avez tous en tête, il reçoit aussi l'ordre d'aller sacrifier quelque chose avec son fils, et lui il comprend, va sacrifier ton fils. Il entre là-dedans dans une démarche que certains appelleraient une démarche de contre-don, qui montre à quel point la confiance de ce personnage pour le Dieu qui lui dit va est grande. On voit le dilemme de ce père qui ne comprend pas bien ce qu'il doit faire et puis qui prend une décision par rapport à ce qu'il doit faire. Donc, il y a cette démarche de prise de distance. Et d'ailleurs, le récit là se termine avec Abraham qui voit Dieu. Or, la Bible elle-même dit on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Celui qui voit Dieu, c'est celui qui est entré à tel point dans cet échange d'alliance, dans cette démarche d'alliance, qu'il considère l'autre justement comme un partenaire. C'est ça l'alliance au fond, c'est ça qui est intéressant. Mais alors après, pour rejoindre la thématique qui est la nôtre, effectivement, ces gens-là bougent, le plus souvent, tiens donc, à cause de famine. Alors on ne parle pas encore de migrants climatiques à ce moment-là, mais il y a des famines. Quoi que puissent dire les historiens, c'est tout à fait probable. Puis il y a des nomades, des semi-nomades, les gens y bougent. Et puis ça se rencontre et ça se passe mal, comme au chapitre 12 avec Pharaon, parce que Abraham, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, dit à Sarah qui est très belle, mais dis-lui que t'es ma sœur, comme ça il va pas me tuer et en plus je vais m'enrichir. Mais ça cause le chaos le plus grand, puisque c'est cette attitude-là de peur d'Abraham vis-à-vis, je vous signale, pour ceux qui n'entendraient pas cette lecture-là, que c'est la première fois, on n'a jamais parlé des Égyptiens avant dans le récit biblique. Ça va? On ne sait pas qui ils sont. Abraham n'a jamais entendu parler de ces gens-là avant. Il n'y a pas eu quelqu'un qui lui a dit « Hé Abraham, ne va pas là-bas, hein. Ils sont méchants, ils sont dangereux ».
Et on a véritablement là la première illustration de l'élu face à celui à qui il doit amener la vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Par son attitude, il amène la mort. Ça ne marche pas, forcément que ça ne marche pas. Vous avez le contre-exemple, un peu plus loin, avec Abraham et Melchizedek. Où Melchizedek, qui ne connaît pas Abraham, et Abraham ne le connaît pas non plus, va vers lui avec du pain, avec de l'eau, etc. Et il lui dit, bienvenue, et là tout se passe bien. Et donc ça veut dire que j'ai insisté un petit peu là-dessus, cette courroie de transmission, en fait vous devez imaginer une relation triangulaire. C'est Dieu qui choisit quelqu'un, donc qui a une place particulière, mais le but, c'est d'amener tout le monde. Et la vie doit circuler dans cette relation triangulaire. Si celui qui doit amener ne joue pas le jeu, la vie, elle circule nulle part. Alors, c'est plutôt la mort qui circule. Ça, c'est assez intéressant. Après, il faut que le choisi et celui qui ne l'est pas jouent le jeu de la reconnaissance mutuelle de l'autre à la place qui est la sienne. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est pas un privilège, c'est un service, c'est-à-dire que tu es juriste, je te reconnais comme juriste, et quand j'ai besoin d'une juriste, je vais chez toi pour te demander de l'aide, je vais pas, moi, dire je suis juriste et donc je m'arrange comme je veux. Enfin, je prends un exemple qui est peut-être pas très signifiant, si vous voulez, mais c'est moi à ma place et pas à la place de l'autre. Parce que vouloir être à ma place et à la place de l'autre, ça c'est la convoitise aussi. Et c'est ça, vous entendez bien, si l'autre il est à une place à laquelle moi je veux être, eh ben je vais tout faire pour essayer de l'éliminer. De le virer gentiment, voilà, ou méchamment. Donc c'est ça la question, hein. Il n'y a pas d'autre possibilité que c'est un obstacle, c'est un moyen. Ah tiens, vous êtes vraiment bien mise à une bonne place pour me permettre d'aller prendre la place de la personne qui est derrière. Et donc je vais me servir de vous en vous disant que vous êtes très gentil, je vous aime bien. C'est une attitude de manipulation, on est d'accord. Vous allez penser peut-être que j'ai envie d'instaurer quelque chose d'amical avec vous, mais en réalité, je me sers de vous. Enfin, je vous prends vous comme je pourrais prendre n'importe qui dans la salle. Mais ça paraît assez clair. Alors, c'est sûr que c'est l'idéal, mais c'est aussi de l'ordre du bon sens, d'une certaine manière. C'est ça que je disais tout à l'heure aussi, que oui, c'est lié à un peuple, oui, c'est lié à de la littérature qui est considérée comme de la littérature sacrée dans certaines communautés de croyants, mais je pense que avant tout, cette littérature, elle exprime une profondeur d'humanité qui est très forte, et c'est dans ce sens-là qu'elle peut nous donner à penser, cette littérature-là. Après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas le problème. Franchement, c'est vraiment pas le problème. Monsieur. Mais moi, j'ai une question, c'est est-ce que finalement, dans la Bible, il y a une sorte d'appel, d'invitation, voire d'injonction à quitter son pays? Non, je ne pense pas qu'il y ait ça. Par contre, il y a l'injonction à « souviens-toi que même dans ton pays, tu n'es pas chez toi ». Aujourd'hui, on dit ça autrement dans des milieux qui réfléchissent à la bonne gestion de la terre. Pour ceux qui disent « on est de passage, la terre ne nous appartient pas, elle appartient à la génération suivante ». Comparaison n'est jamais raison, mais vous retrouvez un petit peu de cette idée-là dans cette idée de l'Israël biblique qui n'est pas propriétaire de sa terre, mais qui est quelqu'un qui a demandé l'asile au propriétaire de la terre. En revanche, je crois qu'il y a une injonction à quitter, non pas son pays, mais le monde de la convoitise. Et ça passe aussi par quitter père et mère, en réalité, hein, effectivement.
Bon, ce serait un peu long à développer, mais là, il y a une injonction, c'est « deviens étranger à cette, permettez-moi de le dire comme ça, loi naturelle, innée, qui est celle, qui est de la convoitise, ou pour le dire encore autrement, qui est celle de l'idolâtrie. » L'idolâtrie, c'est pas simplement l'idole, c'est le dieu de l'autre et moi j'y crois pas. L'idolâtrie, c'est beaucoup plus profond que ça. L'idolâtrie, c'est mon propre désir que j'adore, que je vénère, qui devient un absolu. Et à partir du moment où c'est un absolu, eh ben, je ne peux plus m'en départir. Je suis collée à ce désir-là. Mais le piège, c'est qu'en réalité, quand on est face à ça, le désir, on l'a déjà mis à l'extérieur de soi. Et donc, on ne se rend plus compte que ça vient de soi. Et ça, c'est un esclavage terrible, parce qu'en réalité, on se rend esclave soi-même. Donc, si vous voulez, l'injonction, pour moi, elle est là. C'est quitter ça. Et la seule manière de quitter ça, que ce soit la convoitise ou l'idolâtrie, dans la logique biblique, c'est suivre la loi. Parce que la loi, c'est un peu la colonne vertébrale de la vie en société. La loi, c'est ce qui permet la juste distance entre les partenaires. Une des images classiques de la loi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chemin, mais vous pouvez aussi penser au feu, même si l'image est peut-être moins immédiate. Vous savez très bien que le feu, si vous vous en éloignez trop, il ne réchauffe plus, il ne fait plus de lumière. Si vous vous en approchez de trop, vous brûlez. Voilà. Et donc, pour bénéficier des bienfaits du feu, il faut garder cette juste distance. Eh bien, la loi, c'est ce qui permet la juste distance entre moi et l'autre comme partenaire. Parce que c'est ce qui me permet à moi de ne plus me considérer comme après moi le déluge, il n'y a plus rien, mais justement de laisser à l'autre son espace pour être lui-même. Et donc entrer dans la démarche d'alliance aussi. Dernière question. Oui, je parle beaucoup. Pour vous exposer, les deux étaient très intéressants, très riches, j'avais beaucoup de questions à poser, mais quand j'ai lu la Bible de façon un peu matérialiste, j'ai vu que c'était une sorte de migration, mais c'était les Hébreux qui venaient dans un pays qui était occupé, le champ de Canaan, et qu'ils éliminaient. C'est une histoire. On parle que de déportation dans tous les sens. Qu'ils éliminaient. Donc il y a quand même des migrants qui viennent, qui éliminent les gens qui sont là. Alors, par rapport à ça, deux choses au moins rapides. Première chose, n'oubliez pas que c'est un récit. Et que quand on raconte quelque chose, on prend distance par rapport à ce qu'on raconte. Et donc, c'est pas parce que vous racontez quelque chose que forcément ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire d'un peuple faible, d'un peuple de démunis, qui se raconte, et pour se raconter, il dit aussi que de temps en temps, il a un peu joué des coups pour trouver sa place. Ça, c'est une première chose rapide. Hein. La deuxième chose, c'est que si on regarde cette question-là du point de vue des historiens, on est à peu près d'accord tous aujourd'hui pour dire qu'une bonne partie de ce qui est devenu le peuple de l'Israël biblique, et j'insiste sur l'Israël biblique, il n'y a pas de continuité entre l'Israël biblique et les Israéliens d'aujourd'hui, n'en déplaise à certains. Pas vous, mais politiciens. Il n'y a pas de continuité entre les deux, comme il n'y a pas de continuité entre les Romains et les Italiens d'aujourd'hui, comme il n'y en a pas entre les Grecs anciens et les Grecs d'aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Les historiens aujourd'hui sont plutôt d'accord pour dire qu'il y a une bonne partie des gens qui ont formé le peuple de l'Israël biblique qui ne sont jamais venus de nulle part parce qu'ils étaient déjà là. Oui. Vous voyez? Et donc, ils ne se sont pas chassés eux-mêmes puisqu'ils étaient déjà sur place.
puis il y a eu les autres qui sont peut-être arrivés au XVe siècle avant notre ère, et encore, ça se discute. Comme aujourd'hui, la théorie de sang, les Palestiniens sont en fait des vrais... Oui, enfin, là, j'aurais envie de dire la même chose. Il n'y a pas de continuité entre les Philistins cananéens et les Palestiniens d'aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il faut faire vraiment très, très attention avec ces amalgames-là. Mais c'est un amalgame qui est nourri. Et j'assume mon antisémitisme qui n'est pas réel du tout. Hein, mais je peux être taxé d'antisémitisme pour ce que je suis en train de dire là. Mais je ne le suis, je pense profondément ne pas l'être. Est-ce qu'on ne peut pas dire de façon plus générale qu'on a toujours tort dès qu'on cherche à savoir quels sont les vrais? Ben oui, mais c'est sûr, c'est évident. Enfin, je veux dire, est-ce que les Français d'aujourd'hui sont les descendants des Gaulois d'Astérix? Pas une seule personne parmi vous qui a du sang gaulois strictement, hein, personne. C'est très compliqué, enfin, c'est vraiment très très compliqué. Et l'histoire de cette partie du monde, elle est vraiment compliquée. Elle est vraiment compliquée. En partie parce que ça se charge de cette réalité symbolique forte qu'est la réalité religieuse des trois molécules qui, par hasard, je sais pas, se rencontrent à cet endroit-là du monde. Mais c'est vraiment très complexe comme situation. Et je pense que chacun, par rapport à toutes ces questions, doit aussi balayer devant sa porte. Enfin, je veux dire, on a beau aujourd'hui, nous, chrétiens, dire aux catholiques, dire qu'on est bien gentils parce que, là, regardez les horreurs qu'on a fait pendant l'histoire, notamment dans cette partie du monde. Enfin... Mais c'est compliqué. Je dis vague, mais c'est compliqué. C'est l'heure. Vous couperez au montage hein, l'histoire de l'antisémitisme. Elle a dit que... Merci beaucoup. Merci à vous.